Et notre invité ce soir est le nouveau préfet de Guyane, Thierry Kefelec. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre second poste de préfet, hein. Vous arrivez de Wallis et Futuna. Vous arrivez dans un contexte où votre prédécesseur, Marc Delgrande, avait amorcé une série de mesures importantes. En quelques mots, quelle est la feuille de route de Thierry Kefelec aujourd'hui? Alors la feuille de route est assez simple. C'est tout d'abord la Covid-19. Nous sommes dans une phase de crise qui dure. C'est évidemment de prendre la suite aussi. Mais les décisions ne sont pas prises seules, elles sont prises en collégialité, dans un consensus, sur des bases scientifiques, sur des chiffres, et on tend toujours à obtenir le meilleur. Donc prendre la suite de cette affaire-là est relativement simple, car l'ensemble des structures est en place et depuis un petit moment. Ensuite, la feuille de route, c'est aussi une feuille de route économique, c'est une feuille de route des grands dossiers, la contrat de convergence, je pense qu'on va pouvoir échanger tout à l'heure. Alors justement, est-ce que vous avez, dans cette feuille de route, vous parlez de continuité, mais est-ce qu'il y aurait une nouvelle dynamique? Est-ce que vous allez avoir tout de même une rupture et une forme de touche Kefelec? Alors, il y aura sûrement une touche, car chaque préfet est nominativement individualisé, c'est la représentation de l'État. Il y a une figure de l'État, en quelque sorte. Mais sachez bien que nous sommes nommés par le président de la République. Nous sommes là mis en place pour que l'ensemble des politiques publiques soient mises dans un cadre d'un État de droit, à l'écoute de l'ensemble de la puissance publique, des élus au suffrage universel. Et c'est tous ensemble qu'on s'est décidé ce qui est le mieux pour le territoire. Alors parlons maintenant des dossiers importants, où vous serez très attendu. Il y a par exemple, Thierry Kefelec, l'immigration, l'orpaillage clandestin ou encore la pêche illégale. Le tout dans un contexte de crise sociale également qui s'accroît. Alors juste avant d'en parler, on fait le point avec Jocelyne Elgouache. La Guyane doit faire face à une forte pression migratoire. Des milliers de migrants venus principalement du Brésil, du Suriname ou d'Haïti s'installent chaque année sur le territoire guyanais pour profiter de meilleures opportunités économiques et sociales. Selon le ministère de l'Intérieur, 50 000 étrangers seraient en situation régulière en Guyane. Entre 30 000 et 35 000 seraient en situation de clandestinité. Ces 10 dernières années, la population de Guyane a augmenté de 30% et la moitié des habitants à moins de 25 ans. Une situation qui a conduit à la naissance de nombreux squats un peu partout dans les grandes villes de Guyane. Le préfet Marc Delgrande s'était attaqué à la question migratoire avec des mesures renforcées de raccompagnement à la frontière et la destruction de nombreux squats. Une cadence soutenue, une destruction par mois. Mais la crise Covid est passée par là et les opérations ont cessé. Une pression migratoire qui s'étend à l'ensemble du territoire guyanais. Au cœur de la forêt, les autorités estiment à 10 000 le nombre de chercheurs d'or clandestins. En 2019, les opérations Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal ont permis la destruction de 5 254 carbets, 73 puits et galeries. Mais la lutte semble sans fin et le nombre de chantiers clandestins serait même en augmentation, selon le dernier décompte réalisé par les agents du parc amazonien de Guyane. Autre pression, la pêche clandestine, qui continue à sévir sur les côtes guyanaises. L'an dernier, les forces armées de Guyane ont dérouté 15 bateaux et confisqué 243 km de filets. La forte augmentation, on vient de le voir dans ce reportage, de l'immigration a pour conséquence, Thierry Kefelec, la multiplication des squats dans les grandes villes, notamment l'île de Cayenne. Toute une série de destructions était programmée par votre prédécesseur. Allez-vous poursuivre sur cette lancée? Si oui, comment cela va se dérouler? Alors, la lutte contre l'immigration est une lutte constante, mais qui est très évolutive. Votre reportage parle de certains pays, mais nous avons des nouveaux pays. Actuellement, nous avons une poussée cubaine, qui est peu surprenante, mais qui est très réaliste, à partir de réseaux organisés et qui essayent de profiter d'un passage en Guyane pour atteindre la métropole et obtenir des droits. Il y a aussi une autre pression qui est celle de Syriens. C'est peut-être un peu étonnant, mais des Syriens passent par le Liban, ensuite passent par le Brésil et après reviennent à travers la Guyane. Donc on voit bien que cette lutte interministérielle, c'est-à-dire que ce n'est pas une lutte de policiers, c'est une lutte aussi avec les armées, c'est une lutte aussi avec l'ONF. Tout ce travail qui est fait d'une façon conjointe nécessite une vraie concentration. C'est la raison pour laquelle on prendra comme exemple l'orpaillage. C'est une lutte qui est directement aussi avec la justice, dans une cellule, qui est faite avec des moyens sur lesquels on s'aperçoit que l'État qui va contraindre une certaine liberté, qui va protéger l'ensemble des gens du territoire, est aussi présente comme dans l'action de l'État en mer. Sur ce dispositif Harpie, on le voit, on regarde les chiffres par exemple du parc amazonien de Guyane, il y a une augmentation. Est-ce que ce dispositif ne mérite pas d'être renouvelé, mis à jour avec plus d'hommes, plus de moyens? Quelles mesures
Pour gagner en efficacité, quelles mesures pouvez-vous mettre ou comptez-vous mettre en place? Alors, ça va être des mesures, tout d'abord, de vraiment calculer le poids que ça représente. C'est assez difficile à calculer. On arrive à le calculer en fonction de l'or qui est extrait. C'est pour 1 kilo d'or extrait, on va dire administrativement, de façon très correcte, puis la protection de l'environnement, c'est à peu près 10 kilos d'or qui sont arrachés à la terre de Guyane d'une façon impropre. Impropre parce que les gens le font mal, mais aussi ils sont dans une souffrance particulière. Les moyens, la ministre des Armées l'a bien précisé, que les moyens mis en place actuellement sont assez rentables et on ne s'attaque pas automatiquement aux personnes, mais aux flux logistiques afin de nouvelles stratégies de contraindre le coût. Tant que c'est rentable d'extraire de l'or d'une façon frauduleuse la Guyane, les gens seront présents. Lorsqu'on s'attaque un petit peu au porte-monnaie, c'est-à-dire à la logistique, c'est pour ça qu'on détruit des carburants, des tronçonneuses, tout un matériel qui est caché, on pense que ça va être une des meilleures solutions. C'est une rentabilité, on doit casser cette rentabilité. Il y aura des choses à dire concernant les squats, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même cette nuit du réveillon le 31 sur le plan de la sécurité. Les mesures, est-ce qu'il y aura donc des mesures particulières? On sait qu'il y aura donc ce couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Alors un couvre-feu sur l'ensemble du territoire, car on sait que le 31 c'est plutôt festif. Quand c'est festif, il y a un peu trop d'alcool. Après, il y a des relations interpersonnelles qui peuvent être automatiquement tournées vers une certaine violence, l'intervention des forces de l'ordre. Et on le sait que le 31, en Guyane ou même dans d'autres départements, ou même collectivités d'outre-mer, c'est toujours très difficile. On a privilégié le temps des familles avec le Noël, le 25. Ça s'est très bien passé. Très peu d'activités, je dirais, dans les hôpitaux, activités au niveau des forces de l'ordre. On s'attend à ce que le 31 soit un petit peu dur. Donc on ne veut pas empêcher les gens de faire la fête. On veut qu'ils la fassent bien chez eux. Mais surtout que la Covid est toujours présente. La Covid n'est pas au repos. Et un 31 qui serait énormément festif, on sait qu'on en paiera le coup une quinzaine de jours plus tard. La relance de l'économie guyanaise, cette fois, un enjeu crucial, Tchérique Effelec. Là aussi, avant de vous entendre, voyons quelle est la situation actuelle avec ce reportage signé Jocelyne Elgouache. L'économie de la Guyane reste encore une économie sous perfusion. Le succès de l'industrie spatiale et les investissements de la commande publique représentent des cache-misères dans un territoire où le chômage est de plus de 19%. Le taux de pauvreté atteint 45% en Guyane et près d'un Guyanais sur deux bénéficie de la couverture maladie universelle, 12% de l'aide médicale d'État. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et 23% des habitants de Guyane disposent de moins de 550 € par mois pour survivre. Une extrême pauvreté d'une grande partie de la population dans un territoire où le coût de la vie est très élevé. En 2015, l'INSEE indiquait que les produits alimentaires sont 45% plus chers en Guyane qu'en France métropolitaine et les logements 20% plus chers. Une situation économique fragile, renforcée par un déficit d'accès aux services publics. La liste des carences est longue dans des domaines importants comme la santé, l'éducation, la justice ou encore la sécurité. Une situation qui a déclenché pendant 2 mois un grand mouvement social contre les inégalités en 2017. La crise a été réglée par la signature des accords de Guyane. Un plan de soutien prévoyant une première enveloppe d'urgence d'1 milliard d'euros et une seconde enveloppe de mesures supplémentaires de 2 milliards d'euros. Cette économie est résumée à travers ce reportage. On le comprend bien, la crise est bien plus profonde, notamment le plan de relance qui est en œuvre et qui continue d'être en œuvre. Tchérique Effelec, comment y remédier ? Car on sait que cette économie, elle parle de cache-misère quand on parle de la commande publique et du spatial, car derrière, il y a une vraie crise. C'est toute la difficulté de ce territoire, ça va à l'exceptionnel, si on peut appeler ça, mettre des fusées en orbite avec un très haut niveau de technologie, et de l'autre côté, une misère que l'on peut voir au quotidien. Ces deux rives, on doit les rapprocher, et c'est tout l'intérêt de l'attention de l'État dans les contrats de convergence et de transformation qui n'ont pas été évoqués. C'est 134 millions d'euros à dépenser, mais à construire le pays dans des actions très simples, infrastructures, universitaires, tout ce qui va être aussi lié à l'environnement, c'est-à-dire aussi protéger le territoire, ne pas le sacrifier, ne pas vendre un peu les bijoux de la couronne, comme certains pourraient peut-être aimer, mais de faire attention et de construire ce pays. Ça sera automatiquement long, mais on sait que automatiquement,
il y a une attente de l'État, une attention très particulière qui fait que la commande publique, ce n'est pas que de dépenser de l'argent sur le territoire, c'est de construire l'avenir. Il y a une énorme jeunesse ici, c'est important. Il va falloir l'apprendre, mais aussi dans le cadre de formation. On parlait d'école tout à l'heure. Chaque jour perdu est toujours une année un petit peu décalée. Il faut de l'argent, il faut de la formation, il faut aussi des compétences. Mais par contre, on s'est aperçu qu'après la Covid-19, la Guyane avait pas souffert, en tout cas moins que les autres. Certains secteurs ont été fragilisés, tourisme, hôtellerie, on peut le comprendre immédiatement. Mais un exemple, le BTP, des entreprises, plus de 10 000 entreprises n'ont pas souffert autant que ça sur d'autres collectivités. Ce qui veut dire, c'est qu'une prise de conscience du développement est intacte ici. Il faut continuer à l'alimenter et avec des développements qui soient structurés, qui soient stratégiques pour le territoire et qui lui permettent dans les 10-15 prochaines années à être totalement différents. On sait que la Guyane évolue, un taux d'accroissement en population de 2,3 sans l'immigration, qui fait qu'on doit préparer des infrastructures de demain et après-demain, essentiellement tournées vers la jeunesse, tout en pensant évidemment à nos aînés. Il y a beaucoup à dire, Thierry Kefelec, concernant donc les différents dossiers. On va bien évidemment vous retrouver tout au long de l'année 2021. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on retiendra également donc cette continuité, notamment évoquée par Thierry Kefelec pour la feuille de route qui démarre donc aujourd'hui.